Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dédiée à mon parcours. Dans les vidéos précédentes, nous avons abordé les notions telles que le recueil du besoin dans le cadre de vos projets informatiques, comment traduire les besoins recueillis en spécifications fonctionnelles. Une fois cette étape terminée, nous avons aussi vu comment prototyper vos besoins afin de valider les interfaces et les parcours auprès des utilisateurs ou des parties prenantes. Après avoir donc validé les idées et les interfaces, on a aussi vu comment mettre en place une feuille de route ou une roadmap pour pouvoir guider le processus de développement de votre future application. Dès lors qu'on a donc fini avec cette étape, on a également vu comment mettre en place un backlog pour pouvoir gérer les développements, pour pouvoir suivre le développement des user stories par l'équipe de développement. Après cette étape, donc, il y a une autre étape aussi importante qui intervient, que nous allons voir aujourd'hui de façon détaillée. Cette étape, ça concerne les tests fonctionnels. C'est quoi donc les tests fonctionnels? L'objectif des tests, c'est de valider les fonctionnalités qui ont été implémentées. C'est de se rassurer que ces fonctionnalités-là sont conformes avec ce qui a été pensé et spécifié. Que ces fonctionnalités sont performantes et qu'elles répondent à la norme de qualité telle que voulue par toute application ou par toute solution informatique. Il sera donc question pour nous dans cette vidéo de voir quels sont les enjeux des spécifications fonctionnelles. Ensuite, à quel moment quels sont les enjeux des tests fonctionnels, autant pour moi. Ensuite, à quel moment est-ce que les tests interviennent dans notre cycle de développement logiciel et quels sont les outils que vous devez utiliser pour pouvoir faire vos tests. D'ailleurs, nous verrons également quelques méthodes de tests logiciels au sein des entreprises. Si vous êtes donc nouveau, je vous invite à vous abonner à la page, à liker la vidéo et à partager pour atteindre le maximum de personnes. Alors, comme annoncé dans notre introduction, on verra dans cette autre édition le contexte et l'enjeu des tests logiciels. À quel moment est-ce qu'il faut faire les tests? Par exemple, dans le processus d'itération, à quel moment est-ce que les tests interviennent? Ensuite, quels sont les intervenants ou bien des personnes qui sont censées mener ces tests-là durant votre processus d'itération? Plus loin, on verra aussi quelques méthodologies utilisées pour pouvoir faire les tests ou pour pouvoir faire des tests. Et ensuite, on va voir les phases de test. Les phases de test pour une nouvelle fonctionnalité, par exemple, ou une ancienne fonctionnalité qui existe déjà, ou du moins les différentes phases pour pouvoir mener à bien vos tests logiciels. On va aussi voir quelques outils utilisés dans le processus des tests logiciels en entreprise. Alors, c'est quoi donc le contexte et l'enjeu des tests? Ici, ce qu'on retient déjà, c'est que les tests font partie intégrante du cycle de développement. C'est une étape importante dans le processus de développement de votre application. Ça vous permet déjà de vous rassurer que l'application que vous allez créer est fiable, elle est efficace et elle est conviviale, c'est-à-dire du point de vue des interfaces aussi, de la performance et des résultats, par exemple, fournis. Lorsqu'on crée donc une application, il y a plusieurs tests ou bien plusieurs types de tests donc qu'on mène pour se rassurer que tout est complet et que tout fonctionne normalement. L'objectif aussi, c'est de pouvoir permettre d'avoir une expérience utilisateur sans faille et ceci évitant les utilisateurs, par exemple, qui vont abandonner votre solution pendant qu'ils utilisent, ou bien de garantir à ces utilisateurs-là un fonctionnement sans faille. C'est ça en fait l'objectif des tests. Pour cela donc, l'éditeur doit pouvoir tester ses applications ou bien ses logiciels pour pouvoir trouver les défauts de conception.
Les défauts de conception, ça peut être du point de vue back-end ou bien du point de vue front-end. De pouvoir aussi déceler quels sont les défauts d'implémentation aussi. Les défauts d'implémentation, ce sont des fonctionnalités qui ont été, par exemple, mal comprises et implémentées autrement et qui ne répondent pas aux besoins du client. Il y a aussi l'enjeu aussi des tests, c'est de pouvoir détecter des failles sur l'esthétique, c'est-à-dire le design, la charte graphique, le respect des couleurs par exemple et la disposition des boutons afin d'optimiser l'expérience utilisateur. L'enjeu également pour pouvoir faire des tests logiciels, c'est de se rassurer si l'application qu'on a implémentée au final correspond au flux de travail souhaité pour divers processus en rapport ou en relation avec le métier de l'utilisateur ou bien du client qui va utiliser la fonctionnalité. Donc, en gros, les tests logiciels vont nous permettre de nous rassurer que notre application est fiable, elle est efficace et elle est conviviale, que les designs sont bien implémentés, qu'il n'y a pas de défaut d'implémentation ou bien de conception et que l'application à la fin résout le problème de l'utilisateur. Donc en gros, c'est un peu ça l'enjeu. Maintenant, on verra par la suite le processus d'itération. Durant le processus d'itération, à quel moment est-ce que les tests interviennent? Donc voilà par exemple le processus d'itération de chaque nouvelle fonctionnalité ou bien de chaque feature. Là, vous voyez la ligne là, on a les inputs et les requirements. Les inputs et les requirements concernent par exemple les besoins, les spécificités, les règles de gestion par exemple, ou bien des critères d'acceptation que vous allez définir pour votre application. Donc, durant le processus de mise en place de recueillement des inputs, vous devez vous rassurer que les critères d'acceptation sont bien détaillés et que à la suite de cela, votre backlog est assez clair pour toutes les parties prenantes, que vos user stories également sont bien spécifiques et apportent de la valeur aux utilisateurs. Durant également ces éléments, vous devez donc, après cette étape d'input et de requirement, vous devez donc procéder au sprint planning. Durant les sprint planning, vous devez valider les user stories qui vont être implémentées durant la période du sprint ou durant le sprint. À l'issue donc de ça, vous avez, à l'issue du sprint planning, vous avez le sprint backlog. Et c'est sur ce sprint-là que les équipes de développement vont travailler, vont travailler afin d'atteindre l'itération. Durant donc l'itération, qui est la période de développement des user stories qui ont été validées dans le sprint, il y a les événements là, et parmi ces événements, on a des tests. Les tests qui interviennent là dans notre cycle d'itération. Et dans ce cycle d'itération, vous avez les différents intervenants ou bien les acteurs. En gros, on peut voir, il y a les développeurs. Les développeurs ici sont un peu représentés en vert citron. Vous avez les testeurs qui sont là et vous avez aussi des PO ou bien des product owners ou bien des product managers qui vont pouvoir participer au processus. Et chaque intervenant ici, vous allez voir, les développeurs vont se rassurer, ils vont faire des tests de composants, ils vont faire les tests pour vérifier la qualité du code, ils vont faire des tests après le déploiement et l'intégration pour se rassurer que, du moins, ils vont faire les déploiements et l'intégration. Par contre, les testeurs vont intervenir pour tester déjà pour effectuer des tests système. Donc les tests système ici, l'objectif c'est de se rassurer que
les fonctionnalités intégrées sont en conformité avec les exigences qui ont été spécifiées. Une fois que les fonctionnalités sont déployées, les testeurs vont également mener des tests d'intégration durant le processus. Et après donc cette étape, si tout est correct, les PO ou bien les product managers vont valider donc la recette qui va ensuite être déployée. Donc il y aura donc le déploiement en pré-production. L'objectif ici, c'est de se rassurer que les fonctionnalités qui ont été implémentées sur l'environnement de test ou bien sur l'environnement de dev ont été bien envoyées sur l'environnement de pré-production. Et ça permet ici d'éviter, par exemple, d'envoyer en production des sujets qui ne sont pas totalement done. Dès lors que les sujets donc sont vérifiés et validés au niveau de l'environnement de pré-production, ces actions peuvent donc être déployées comme des incréments. Donc, vous voyez là, vous allez voir l'incrément stable qui a été déployé à la suite du processus. Et après donc cette étape, il y a ce qu'on appelle aussi le test de non-régression. L'objectif ici, c'est de se rassurer que les nouvelles mises à jour que nous allons déployer n'ont pas impacté négativement les fonctionnalités qui existaient déjà sur l'application. Donc, en gros, dans le cycle de développement ou le cycle d'itération que nous venons de voir, le testeur va intervenir pour déjà faire des tests de non-régression. Il va aussi faire les tests système pour se rassurer que les fonctionnalités développées correspondent aux spécificités définies dans les user stories. Et lorsque ces fonctionnalités-là sont OK, les tests système sont OK, après le déploiement et l'intégration, il va également faire des tests d'intégration pour se rassurer que la nouvelle fonctionnalité qui a été déployée n'a pas eu d'impact négatif sur ce qui marchait déjà ou bien sur les autres fonctionnalités en relation avec cette mise à jour-là. Donc, en gros, c'est un peu ça le processus d'itération. Et les intervenants que nous avons vus là, il y a les développeurs qui vont assurer le développement, ils vont assurer les tests de composants, ils vont assurer que la qualité du code est correcte, ils vont également assurer que le déploiement se passe bien et que l'intégration aussi se passe bien. Par contre, les PO ou bien les PM vont se rassurer que les critères d'acceptation sont OK dans chaque user story et que la recette aussi correspond à ce qu'ils appellent, qui se sont définis comme critères, definition of done, ou comme critères d'acceptation pour chaque incrément. On va donc passer à la méthodologie de test. Là, on a plusieurs méthodologies de test. Il y a les tests manuels, il y a les tests automatisés. Et chaque méthode de test ici a ses avantages et ses inconvénients. La méthode de test manuel permet de tester manuellement les fonctionnalités. C'est-à-dire, l'utilisateur va entrer manuellement ses scénarios de test sur chaque nouvelle feature, bien sur chaque nouvelle fonctionnalité pour tester si tout est correct. Et ici, il va donc tester tout. Il va tester les interfaces, il va tester tout ce qui est impact, tout ce qui est interaction, tout ce qui est design. Bref, il va mener les tests manuellement. C'est-à-dire, il ouvre chaque fonctionnalité, il saisit les scénarios de test, il vérifie si le résultat testé est correct. Ici, donc, on se comporte un peu comme un utilisateur final qui va utiliser l'application dans le processus de test manuel. Et l'inconvénient ici, c'est que c'est fastidieux. Il y a le risque de louper certains cas de test ou bien certains cas d'usage, par exemple. Donc, ce qui fait donc que lorsque vous testez manuellement une application, vous pouvez avoir les risques d'oublier certains cas de test, ce qui peut causer des bugs en production lorsqu'on va déployer. Et
c'est que le temps de test aussi est considérable. Le temps qu'on met pour tester les nouvelles fonctionnalités est vraiment considérable. Par contre, lorsque vous automatisez les tests, vous mettez plus d'énergie au début pour pouvoir démarrer, pour pouvoir implémenter les cas de test ou bien pour pouvoir automatiser les cas de test. Mais dès lors que vous automatisez vos cas de test, vous les exécutez tout simplement et le système se charge de pouvoir tester automatiquement et de vous proposer un résultat. L'avantage des cas de test, c'est que ça vous permet d'avoir un gain de temps lorsque vous exécutez vos cas de test et ça vous permet aussi d'avoir des résultats un peu précis, de ne pas louper par exemple certains cas de test. Et comme inconvénient sur les tests automatisés, il y a le temps d'automatisation des cas de test qui est conséquent, qui est important aussi. Et il y a aussi le coût des infrastructures. Donc, vous devez avoir les infrastructures solides pour pouvoir exécuter un certain nombre de tests, bien un certain nombre de cas de tests. Donc, ça, c'est un peu ce qu'on peut avoir comme inconvénient au niveau des tests manuels. Des tests automatisés, autant pour moi. Par contre, vous gagnerez plus à automatiser vos tests qu'à faire des tests manuellement. La ressource que vous dédiez la ressource humaine que vous devez dédier au niveau des tests manuels peuvent être optimisés dans les tests automatisés. Donc là, vous n'avez pas besoin de plus de ressources pour pouvoir faire des tests, pour pouvoir exécuter des tests automatisés lorsque ces derniers sont déjà automatisés, bien sûr. Maintenant, on va voir quelles sont les phases de test. Lorsque vous avez donc identifié, là, c'est beaucoup plus pour des tests manuels. Donc là, on va beaucoup plus se pencher sur des tests manuels. Quelles sont les phases de tests que vous devez donc avoir? Ici, nous avons répertorié 3 phases de tests. Donc, il y a ce on va appeler les tests de conformité. Il y a ce qu'on va appeler les tests de conformité. L'objectif des tests de conformité, c'est de se rassurer que le design est correct. C'est-à-dire, le design correspond à ce qui a été spécifié ou prototypé, par exemple. L'objectif, donc, c'est de se rassurer également là-bas que les couleurs sont respectées, la charte graphique est respectée, la police et tout est implémenté tel que spécifié. Aussi, l'objectif des tests de conformité, c'est également de pouvoir tester les types de champs. Tester les types de champs revient à se rassurer que les champs qui sont censés prendre les entiers prennent les entiers, que des champs de type liste déroulante fonctionnent normalement, du moins que les types de champs sont respectés. Et les tests de conformité aussi vont nous permettre de vérifier si les règles de gestion ont été respectées. Les règles de gestion ici font référence aux conditions, par exemple, qu'il faut pouvoir respecter pour notre fonctionnalité. Ça peut être des conditions liées à la réglementation, liées même au préalable qu'il faut pour exécuter la fonctionnalité et tout. Et enfin, au niveau des critères des tests de conformité, on va aussi vérifier que les critères d'acceptation sont normaux, ou les critères d'acceptation fonctionnent tels que définis dans nos user stories. Donc, en gros, les tests de conformité vont nous permettre de tester le design, de se rassurer que les types de champs sont OK, que les règles de gestion également sont respectées, ainsi que les critères d'acceptation. Ensuite, en deuxième position, lorsque donc votre test de conformité est correct, vous devez donc passer à la phase 2 qui concerne les tests d'intégration. Les tests d'intégration ici vont donc permettre de se rassurer que la fonctionnalité que nous avons implémentée fonctionne normalement avec les autres fonctionnalités qui existent déjà, qu'il n'y a pas eu des impacts sur ce qui marche déjà et que les autres fonctionnalités
n'ont pas eu de régression, par exemple. Donc, le test d'intégration donc, va nous permettre de nous rassurer que la nouvelle fonctionnalité que nous avons implémentée continue de marcher normalement avec ce qui existe déjà. Et enfin, sur les différentes phases, on va avoir donc la troisième phase qui va concerner les tests de performance. Ici, lorsqu'on fait des tests manuellement, on peut avoir 3 types de tests de performance. Généralement, ça va porter sur le temps d'exécution. Le temps d'exécution, est-ce que avec une bonne connexion ou bien avec des ressources recommandées, la fonctionnalité s'exécute normalement. Ici, par exemple, on va vérifier donc est-ce que le temps que nous prenons pour créer une nouvelle, pour mener une action dans l'application est raisonnable. Ensuite, on va aussi voir le temps de chargement des pages. Le temps de chargement de page est raisonnable. Si une page met plus de temps pour charger, ça veut dire qu'il y a un problème. On va aussi, au niveau des tests de performance, voir si la gestion des erreurs est optimale. Ici, donc, l'objectif, c'est de se rassurer que lorsqu'il y a une fonctionnalité qui ne marche pas, est-ce qu'il y a des messages d'erreur standard ou bien on affiche tout simplement le code source à l'utilisateur. Donc, l'objectif donc, de ce test-là va permettre donc, de vérifier et de se rassurer que ces éléments-là sont respectés. Donc, en gros, nous avons 3 phases de test lorsque nous voulons lancer une nouvelle application. La première phase, c'est les tests de conformité où on va tester le design, on va tester les champs, on va tester les règles de gestion et les critères d'acceptation. La deuxième phase, ça concerne les tests d'intégration. Une fois que la première phase est terminée, on va se rassurer que la nouvelle fonctionnalité que nous avons ajoutée continue de marcher avec l'existant. Il n'y a pas eu d'impact sur les fonctionnalités qui existaient déjà. Et on va aussi, troisièmement, dans notre phase, nous rassurer que les tests de performance sont corrects, que le temps d'exécution des actions est raisonnable, que le temps de chargement des pages aussi est raisonnable et que la gestion des erreurs est optimale. Maintenant, quels sont les outils que vous pouvez utiliser pour pouvoir faire vos tests, par exemple? Là, on a recensé quelques outils, mais en fonction de la taille de votre entreprise ou bien en fonction de la taille du projet, autant pour moi, vous pouvez utiliser les outils basiques. Mais les outils qui sont beaucoup plus utilisés sur le marché pour pouvoir faire les tests, on a Selenium, on a Jira, on a Bugzilla et il y a TestLink également qui permettent de faire les tests. Jira ici, c'est l'outil qui est aussi utilisé beaucoup plus pour tester les fonctionnalités. Déjà pour tester vos user stories. Et Selenium va vous permettre d'automatiser vos tests, d'avoir par exemple des tests qui sont déjà préenregistrés et à chaque fois vous allez tout simplement les exécuter. Donc c'est pareil pour les autres outils là. Mais pour des personnes qui font des tests manuels, vous pouvez utiliser par exemple Excel pour pouvoir faire vos tests ou bien PowerPoint. Bref, l'objectif de ces outils-là, c'est juste pour faire les rapports de tests et pour recenser les scénarios de tests et les cas d'usage. Donc, l'outil Jenkins va vous permettre tout simplement de faire des déploiements des tickets, de faire évoluer vos tickets afin de pouvoir tester sur plusieurs branches et ainsi de suite. Je vous remercie. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à partager et à commenter, à laisser un commentaire. Je vais lire vos commentaires et vous répondre.